Bienvenue à tous. On attend les dernières personnes qui vont s'installer. On va pouvoir attaquer. Donc on l'a bien vu, a priori, il y a de la demande en entreprise pour des ingénieurs formés autour de la démarche low-tech. On va voir maintenant comment ça peut s'intégrer plus dans l'enseignement supérieur. On a principalement aujourd'hui uniquement des représentants d'écoles d'ingénieurs, donc on va rester vraiment dans le contexte ingénieur. Dans un premier temps, on va peut-être essayer de voir quel est l'intérêt d'intégrer ces low-tech dans l'enseignement supérieur, et puis ensuite on essaiera de voir comment on peut les intégrer, et puis s'il y a éventuellement des freins qu'on pourrait essayer de lever collectivement. Je vais vous laisser vous présenter. On va peut-être commencer par Delphine, du coup, qui est à distance. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Toquet, je suis enseignante en sciences humaines à l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Je vous remercie encore de cette invitation, mais je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Et donc, on a développé les enseignements autour de la low-tech depuis quelques années, avec une particularité, c'est que l'impulsion vient des sciences humaines et de la question de l'éthique essentiellement. Et c'est à partir de là qu'on a développé, il y a 5 ou 6 ans déjà, un enseignement autour de la low-tech et de la démarche low-tech. Voilà. Je ne sais pas si j'en dis plus ou... Ça va aller comme ça, Delphine. Bonjour, donc Guillaume Lefebvre, donc moi je suis le directeur des sites ICAM de l'Ouest. Et pour nous, l'histoire de la low-tech est un peu plus ancien, nos premiers projets, c'était il y a une dizaine d'années environ. Et moi je me reconnais beaucoup dans ce qui s'est dit ce matin et cet après-midi. C'est que moi à l'époque, en 2014, quand je parlais de low-tech, j'avais l'impression d'être pris pour un clochard. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué au départ. Mais depuis, nous, 10 ans, on fait ce qu'on appelle de l'infusion. Et nous, on essaye de rentrer en profondeur et vraiment de rendre permanent à la fois les enseignements et les applications low-tech dans nos cursus. Donc, Guylaine Meunier, vous m'avez peut-être vu ce matin, je suis dans la promotion des ingénieurs low-tech de l'École centrale Nantes. Et donc moi, c'est plus par cette formation que je vais pouvoir vous donner un retour d'expérience et des pistes qu'on a expérimentées par la pédagogie par projet et par les nombreuses rencontres et échanges qu'on a eus. Donc bonjour, donc Jean-Marc Benguigui, donc là je suis enseignant à l'école centrale. Ça fait 12 ans que j'enseigne. Avant, j'avais une carrière professionnelle dans l'industrie. J'ai travaillé 15 ans, je dirais, dans les high-tech. Et lorsque je suis arrivé à Centrale, je suis rentré par le biais des enseignements autour de l'innovation et du management. Mais très rapidement, j'ai eu une prise de conscience sur les questions écologiques et j'ai eu la chance et l'opportunité d'avancer sur ces enseignements. Donc j'enseigne tout ce qui tourne autour de l'éco-conception, l'économie circulaire, l'écologie industrielle ou la RSE. Et forcément, donc, il y a bilan carbone et analyse de cycle vie. Et la low-tech, depuis 5-6 ans, je m'y intéresse grâce à des projets étudiants que nous confient des associations, et notamment l'association Apala. C'était l'une des premières à nous avoir confié des projets. Et ensuite, je suis responsable donc, de l'option ingénierie de la transition écologique, une vieille option qui était au départ ville durable, que j'ai repris il y a 7-8 ans, et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Et voilà, donc du coup j'enseigne ça, et depuis quelques années on commence à faire un petit peu de low-tech, et notre directeur avec la direction nous a proposé de travailler avec Roland Jourdain sur les low-tech, ce que vous avez pu voir ce matin ou cet après-midi. Et c'est comme ça qu'on a monté cette option ingénierie des low-tech autour de l'apprentissage par projet. Merci à tous. Alors pour vous, quels sont les points importants? Pourquoi enseigner la low-tech? Quel est l'intérêt pour l'étudiant, pour les enseignants, pour les entreprises? Qu'est-ce qui vous motive, vous, là-dedans? Delphine, peut-être que tu peux commencer, comme tu nous entends pas très bien, à intervenir sur ce sujet.
Quand le micro s'éloigne, je vous entends moins bien. Donc pour la première question sur pourquoi enseigner la low-tech, la première réponse qui me vient est assez évidente, c'est le besoin environnemental et sociétal. On n'a pas tellement le choix que de proposer à nos ingénieurs des ingénieries alternatives, et la low-tech en fait partie. Enfin, la démarche est essentielle face aux contraintes. Et puis, il y a aussi l'appétence des élèves et leur questionnement sur questionnement éthique, c'est comment agir au mieux face à la situation dans laquelle nous sommes. Comment faire des choix, comment évaluer ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, comment répondre au mieux. Donc, ça fait à la fois, il y a un contexte social, enfin et environnemental, et puis il y a le besoin des étudiants, et la low-tech correspond, est une réponse à ces deux questions pour le premier point. Alors pour moi, je dirais que en fait, nous, on a une histoire, on a une formation typée arts et métiers, donc le mot faire chez nous est important. Et moi, quand j'ai rejoint l'ICAM, je suis moi-même ingénieur ICAM, mais moi, de l'ancien siècle. Donc moi, à l'époque, on apprenait à souder, à usiner. Souvent, je dis aux élèves, nous, on fabriquait des voitures. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'ICAM, il y avait ce déficit finalement de modélisation, c'est-à-dire de passer de l'idée au produit, et donc il y avait besoin de remettre les étudiants dans des phases de création et de construction. Et donc en fait, parallèlement au low-tech, nous on a fortement investi dans les Fab Labs, et aujourd'hui dans chaque école, on est en mesure alors pas encore de fabriquer des voitures, mais je les espère pas y arriver, mais vraiment de passer de l'idée, enfin du concept au produit de manière assez rapide. Et pour moi, l'intérêt principal de la démarche, c'est vraiment la modélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette faculté de pouvoir lancer des calculs, de faire des choses sur un ordinateur, et on rentre dans des itérations sans fin. Et pour moi, le plus important pour un ingénieur, c'est de modéliser. Et donc, quelque part, les low-tech, en contraignant à aller assez rapidement vers le produit, nécessite tout simplement d'essayer de faire bien du premier coup, etc. Et donc de modéliser un peu tout ce qu'on conçoit. Donc je continue en insistant sur le fait qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'ingénieurs. Donc je parle de Clément Chouane à Centrale Nantes, des ingénieurs d'AgroParisTech, qui ont une perte de sens dans leur métier d'ingénieur, dans leur formation, qui ne sont pas adaptés et qui bifurquent. Et moi, je trouve que la low-tech dans l'enseignement, ça permet de renouer, de retrouver du sens avec les métiers de l'ingénieur, et à retrouver une dynamique et une motivation qui va nous pousser pour agir collectivement pour un monde meilleur. Donc, au niveau de l'intérêt, forcément, c'est répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Et puis, on a parlé aussi de l'intérêt des jeunes. Donc ça, je l'ai constaté tout le temps avec mes étudiants. Et le déclic a été un petit peu, chez nous, le discours de Clément Chouane. Donc du coup, c'est toujours pour essayer de répondre déjà à cette quête de sens de nos étudiants. Donc ça c'est un des intérêts forts de la low-tech, c'est de raccrocher nos jeunes à la technique. Je vais donner un exemple. Je vais donner Ilan, là, qui est un de nos étudiants qui a suivi la formation ingénierie des low-tech. Quand il arrive, il me dit, Monsieur Benguigui, bon, je suis pas vraiment, je suis là. J'ai fait une césure. Je fais ma 3e année chez vous, mais j'ai hésité à arrêter mes études. J'ai passé un CAP à boulanger, et je me re-questionnais sur le sens de mes études à Centrale. Et là, j'ai vu en 1 an, en 7 mois, l'évolution, et il m'a dit, ouais, je vais tenter l'option low-tech. Et puis là, ça lui a redonné du sens, la technique. Et là, il m'a dit, écoutez, moi, je partais pour faire carrière et être un boulanger artisan,
Hein, j'avais fait ce CAP pour faire cette reconversion. Non, finalement, non, j'ai ma place en tant qu'ingénieur et j'ai envie de faire du conseil auprès des entreprises parce que je me rends compte que j'aurai un impact beaucoup plus fort en termes d'émissions, en réduction d'émissions, en aidant et en accompagnant les entreprises qu'en restant moi seul dans ma petite ferme à faire du pain. Donc du coup, donc il y avait cette quête de sens. Donc d'où la low-tech, l'intérêt d'enseigner la low-tech pour redonner une motivation. Et puis après, depuis l'ouverture de l'option, c'est aussi l'intérêt des entreprises. Là, j'ai été un peu surpris par l'engouement des entreprises. Donc, c'est fait à destination des entreprises, mais je ne mesurais pas à tel point où les entreprises étaient intéressées par cette démarche. Pendant le petit temps de préparation qu'on a eu, on avait aussi évoqué la notion de boîte noire, qu'en fait on enseigne un peu juste le concept des boîtes noires sans vraiment jamais comprendre ce qu'il y a dedans. C'était aussi un intérêt du coup d'enseigner la low-tech et de sortir de ce concept de boîte noire. Alors là, on va quitter le domaine technique et on va aborder une question plus de sciences humaines, je pense. Moi, j'ai toujours été frappé. À l'ICAM, on a quelques anciens qui ont investi fortement le Low-Tech Lab, hein, le plus connu étant Corentin de Châtel-Perron. Moi, j'ai toujours été frappé par leur rayonnement et leur bonheur, en fait. Et ça m'a toujours intrigué parce que c'est vrai que dans une école d'ingénieur, on rêve de faire des fusées, de faire des trucs très très compliqués. Mais au final, je ne pense pas que ça génère un épanouissement énorme. Et en fait, en regardant Corentin, Pierre-Alain, Clément, Aurélie, etc., moi je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'ils étaient relativement alignés avec leurs valeurs et avec eux-mêmes, tout simplement. Et en fait, quand on parle de boîte noire, etc., les low-tech, c'est pas simpliste en fait. Les low-tech, c'est simple, mais c'est pas simpliste. Ça oblige à réfléchir, à être ingénieux, à comprendre le système qu'on est en train de mettre au point. Et tout ça, en fait, concourt à l'alignement de nos étudiants et des ingénieurs en général. Et je pense que c'est ça qui concourt à leur épanouissement. Et c'est pour ça, en fait, que tous les jeunes du Low-Tech Lab, ils sont tous heureux, ils ont tous la banane. Enfin, il y a un film qui va sortir là tout début juin qui s'appelle Low-Tech et vraiment je le conseille vivement parce que c'est une bouffée d'air frais et dedans vous verrez un youtubeur qui doit être connu, alors personnellement je ne le connaissais pas mais il s'appelle Barnabé Chaillot et je vous invite à regarder ses vidéos, vous verrez, c'est incroyable le bonheur qu'il envoie, tout simplement parce que il comprend ce qu'il fait a du sens. Et donc, du coup, il s'épanouit. Et ça, c'est quelque part, même dans l'enseignement supérieur d'une manière générale, notre objectif, c'est quand même de rendre heureux nos étudiants. Et je pense que leur enseigner des choses qui leur permettent d'être heureux, tout simplement, c'est notre mission. Et je rajouterais que je trouve que l'ingénieur a un poids politique sur sa responsabilité, sur ses choix qu'il fait envers la technologie et son rapport à la technologie, qui mérite d'être questionné. Il doit se poser ces questions, son rapport à la technologie. Et la low-tech, ça permet d'amener ces discussions, de sortir de cette zone de confort et de permettre aux ingénieurs de prendre du recul et d'avoir un gain de maturité, tout simplement. Alors, concernant la boîte noire, donc, je rejoins complètement avec ce qu'a dit Guillaume. Hein, donc, il faut simplifier finalement notre enseignement. C'est vrai que de concevoir et de fabriquer, il faut d'abord partir de choses simples pour comprendre finalement les mécanismes. Donc là, vous avez des exemples, par exemple, de l'éolienne verticale. Voilà, donc il faut apprendre à souder, à fabriquer. Et ce que je me rends compte, c'est que les étudiants ont besoin justement de se faire faire, que disait Guillaume. Je suis aussi de la même génération que Guillaume, donc où j'ai beaucoup appris à concevoir, fabriquer. Et j'ai l'impression des fois que les écoles d'ingénieurs ont un peu oublié le métier
d'ingénieur qui est de concevoir et de fabriquer. Et je me rends bien compte, quand je suis arrivé à l'école centrale, je proposais que des projets, c'était des études, mais je dis mais zut, il faudrait qu'on remette un petit peu de fabrication, de prototypage. Et là, vous avez quelques exemples de choses qu'on fait depuis 1 an ou 2. Bon, on n'a pas, et je me rends compte que les étudiants ne demandent que ça, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer, concevoir, tenir un marteau ou un tournevis, et voilà, il y a ce besoin. Et puis moi, je les observe pendant qu'ils étaient dans l'atelier, ils sont là. Donc il y a toute une intelligence qui se fait autour. C'est là où je dois mettre ma pièce. Ah non, cette pièce ne va pas. Donc du coup, voilà. Donc je trouve qu'on a un peu oublié ça un petit peu dans les écoles d'ingénieurs. Merci. Delphine, toi, tu enseignes plutôt la low-tech sur un point de vue sciences humaines. Quels sont les retours de la part des étudiants de ces enseignements ? Justement, je voulais revenir sur la question de la boîte noire. Il y a beaucoup d'incertitudes. L'un des intervenants en parlait tout à l'heure. Des réactions assez vives des étudiants face à l'incertitude de la société. Et avoir une démarche low-tech, ça permet justement de maîtriser cette incertitude et de revenir et de posséder en fait ce qu'il y a dans la boîte noire, de rendre visible. Et ça, c'est une raison pour laquelle aussi c'est important d'enseigner la low-tech, c'est de permettre, parce que ça permet en fait de reprendre possession, de prendre possession et de retrouver la maîtrise de l'incertitude. J'ai pas bien entendu le propos de Jean-Marc, mais j'entendais de loin le bonheur de concevoir. Et effectivement, la low-tech permet aussi de libérer en fait l'imagination, la créativité, et ça c'est aussi une réaction, une raison pour laquelle c'est important d'enseigner cette démarche. En sciences humaines, on a interrogé la low-tech à partir de la question du besoin. De quoi avons-nous vraiment besoin? Donc, on est rentré dans la low-tech par la philosophie, en partant d'André Gorz. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé progressivement. Et on est arrivé aussi à des questions d'utilité. À quoi ça sert, en fait, la technique? Quel est son rôle dans la société? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et on voit, on a un module donc on a plusieurs activités, plusieurs démarches autour de la low-tech dans l'enseignement, mais on a un module notamment de 30 heures avec Marjolaine Berthe, qui est la fondatrice de ECHO, donc qui est de la low-tech pour les réfugiés. Dans ce module-là, les étudiants vont prototyper après avoir fait une enquête de terrain sur le centre des réfugiés de Briançon ou de Lesbos. Et donc, leur prototype, leur solution technique, elle répond, elle est utile aux réfugiés, et il y a une grande satisfaction. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de joie, de bonheur. C'est cette idée d'être utile et par le lien, justement, lien à la fois avec la technique et lien avec l'autre. Et c'est ça qu'on enseigne en fait dans les sciences humaines. Je me perds un peu parce que vous n'êtes pas là, c'est difficile, mais j'espère que l'idée est transmise. C'est que aborder la démarche low-tech par la philosophie, c'est assez stimulant et inspirant, et les retours sont plutôt positifs, mais nous n'avons pas encore, ça commence, hein, mais on n'a pas encore l'aspect fortement, comment dire, les matières techniques ne sont pas toutes appropriées la démarche low-tech, donc ça reste encore un bastion dans notre établissement. J'espère pas avoir été trop longue. Super, merci Delphine. Ça fait une petite introduction sur la suite de notre propos. Comment on peut intégrer en fait la low-tech dans ces enseignements, dans des cursus qui sont aujourd'hui déjà bien pleins pour les ingénieurs. Il y a déjà eu quelques expérimentations. Vous voulez en témoigner ? Alors je vais commencer. Donc du coup, je vais vous parler donc de l'option ingénierie des low-tech. Et donc on a fait donc cet enseignement par l'approche projet, la pédagogie par projet.
Et voilà, donc alors je vous cache pas, donc moi c'est ma première année où je fais vraiment cet enseignement par cette approche. Et au début, j'étais un peu hésitant parce que et je remercie notre directeur de la formation, David Chalet, en disant mais non, le projet que nous propose Roland Jourdain, c'est par la pédagogie par projet. Et voilà, on va te mettre un petit groupe d'étudiants qui vont travailler autour de ce projet. Et donc du coup, c'est vrai que la pédagogie par projet, par le faire et finalement les étudiants étaient en autonomie, a permis justement de grandir, et alors à vitesse grand V, hein, parce que moi j'enseigne à tous les niveaux, première, deuxième et troisième année, et je vois la maturité de nos étudiants au bout de la troisième année, mais alors je ne vous cache pas que la pédagogie par projet, ça démultiplie leurs compétences et leur montée en compétences sur ces sujets-là. Et voilà, donc ils étaient autonomes, ils étaient responsables de leur projet, ils étaient acteurs de leur projet, ils co-construisaient avec moi les cours. Et donc du coup, voilà, donc l'Allotech, à travers l'expérience qu'on a fait à Centrale, c'est pas cette pédagogie par projet qu'on essaye de pousser dans d'autres projets, hein, que ça soit pas forcément Allotech, mais voilà, donc c'est à mi-cheval entre le cours classique, conférence, et puis l'alternance. Je peux rajouter un petit point sur la pédagogie par projet. C'est que souvent, en tant qu'étudiant, on a une vision des cours qui nous emmène à une note qui vont déterminer si on a réussi ou pas réussi. Et donc, ça s'arrête là. On va chercher après de la satisfaction ou du sens dans des associations sportives, humanitaires à côté, mais on n'est pas engagé dans notre formation. Et la pédagogie par projet, l'enseignement par compétences, ça permet de modifier cette perception, de vraiment s'investir plus dans sa formation, s'engager dedans. Et c'est quelque chose qui, donc on a, par exemple, dans notre option, on n'a pas de notes. On est évalué d'une autre manière. Et c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique, je trouve, qui nous a été vraiment bénéfique. Alors pour nous, ça concerne aussi bien évidemment les enseignements par projet qu'on fait depuis fort longtemps, parce que même à mon époque, on avait déjà des projets de promo, de groupe et de binôme. Donc en fait, le parcours de formation est jalonné par différents projets. Et donc le Lotech a cette possibilité de passer assez facilement de l'idée au projet. Alors je me répète, mais ce qui est motivant pour un étudiant, c'est de produire quelque chose finalement. Et donc quand on soumet, je sais pas, mais sur le parcours, sur un des parcours, on doit fabriquer un habitat low-tech, c'est clair que c'est pas tout à fait la même chose que de concevoir un habitat. Là, ils savent qu'ils vont devoir aller jusqu'au bout et livrer quelque chose de fonctionnel. Donc c'est extrêmement motivant. Donc nous, on ambitionne, j'espère dès l'année prochaine, la suppression des cours lors des 2 dernières années. Donc c'est très stimulant et très angoissant à la fois, parce qu'en fait, on part du principe où aujourd'hui, les compétences sont transversales et c'est pas forcément utile d'apprendre un jour de la mécanique, un jour de l'électronique, un jour de l'informatique, mais c'est bien d'apprendre les 3 en même temps. Et donc les projets permettent de mélanger finalement différents domaines, et ça contraint aussi les enseignants-chercheurs à travailler ensemble, à synchroniser leurs cours pour essayer d'arriver à la même maturité sur les différents domaines. Donc tout cela amène beaucoup de nouveautés. Et encore une fois, hein, l'idée aussi, c'est d'enseigner des bases. Et je pense que les low-tech permettent justement de mettre en pratique ces bases et ensuite d'amener les étudiants à avancer par eux-mêmes. Et donc, quand on met tout ça en mouvement, eh bien, ça produit des résultats assez époustouflants. Je reviens sur... je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein.
Je complète avec, donc c'est ce que j'ai entendu à une conférence mardi dernier de l'IESF sur les low-tech dans la société. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans l'enseignement des low-tech, ils voient ça comme un triptyque, d'un côté pratique, avec ce rapprochement à la pédagogie par projet, le mélange des compétences qu'on a acquises en cours et leur expression, que ça permet un gain d'autonomie, un gain de maturité. D'un deuxième côté, des connaissances techniques, donc des approfondissements techniques qui viennent nous servir en thermodynamique, en électronique, en numérique, et qu'on peut directement appliquer, s'approprier et mettre en œuvre dans ces projets pratiques. Et en troisième lieu, et qui ne doit surtout pas être négligé, c'est un apport philosophique où les étudiants vont venir se questionner, réfléchir par eux-mêmes, échanger, débattre, discuter sur leur métier d'ingénieur, sur comment ils voient la société dans laquelle ils évoluent, les différents enjeux qui sont liés à leur filière, comment ils peuvent se les approprier, comment ils peuvent agir dessus et les différents réseaux qui existent. Oui, pour aller dans le sens, pour continuer, dans la low-tech, en fait, il y a donc cette approche systémique et cette question du lien entre les différents acteurs. Et ce qui est stimulant pour la pédagogie, c'est d'essayer de créer des parcours pédagogiques qui multiplient les acteurs. Et qui invitent les étudiants à discuter, comme l'un des intervenants vient de le dire. Et ça, c'est construire en fait par la parole, par les échanges de nouveaux prototypes, des solutions, c'est très stimulant pour les étudiants. C'est la pédagogie par projet, mais c'est aussi la pédagogie avec les autres. Et l'autre n'est pas simplement l'enseignant. On travaille par exemple ici avec des anciens ouvriers de l'Arsenal pour apprendre à faire de la soudure dans le cadre de projets low-tech. Et il y a plein de choses qui passent. C'est pas simplement un savoir-faire technique, c'est aussi une émotion sur les mains, sur la technique. Il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont être partagées. Et ça, c'est important pour les étudiants. La question en tout cas de ce que je ressens et des retours que j'ai des étudiants, c'est le caractère commun et le partage des connaissances et des savoir-faire. Et ça, c'est stimulant. Enfin, dans l'enseignement, pour un enseignant, c'est chouette. On retrouve le côté convivial de la low-tech qui nous paraît... Exactement, la convivialité. Alors, on a entendu dans les conférences précédentes Alan Fitztech qui parlait de logique un peu anti-progrès. Il me semble que c'était ça, hein, le mot. Comment vous positionnez la low-tech par rapport à la high-tech dans les enseignements ? Différence entre innovation, progrès, comment ça se passe dans les écoles par rapport à ça? Alors ça, c'est tout un programme. Donc je pense que clairement, toutes les innovations ne sont pas des progrès. Et donc, il est important de se poser la question justement de l'intérêt de l'usage de ce qu'on va inventer, de ce qu'on va créer. Et parce que justement, à partir du moment où on génère du progrès, on génère de la satisfaction, de l'intérêt, de l'utilité. Et ça prime, je pense, sur l'innovation. Nous, à l'ICAM, on est particulièrement sensible à une notion qu'on appelle l'écologie intégrale. Et l'écologie intégrale, en fait, ça rejoint tout simplement le développement durable, à la fois de notre environnement, de notre société, des relations sociales et du monde, en fait, complet. Et justement, le positionnement innovation-progrès prend tout son sens quand on regarde le monde d'une façon globale, parce qu'on a besoin de progrès avant, enfin c'est mon avis, hein, avant nécessairement de toutes les innovations. Mais certaines innovations, en fait, si on prend la 5G pour son smartphone n'a aucun intérêt
mais probablement que dans des utilisations type médical ou autre, il y a peut-être un intérêt justement à utiliser cette technologie-là. Donc c'est des notions vraiment très complexes qui mélangent, je pense, l'utilité et tout simplement ce qu'il y a d'innovant. Mais bon, voilà. Ok, moi je rajouterais que pour moi il faut des ingénieurs de la transition et des ingénieurs pour la transition. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs de la transition qui proposent un nouvel imaginaire qui nous fasse rêver avec des structures alternatives, des explorations, des projets innovants, des projets alternatifs qui parlent aux gens et qui donnent envie de s'impliquer dans la transition, et qui est des ingénieurs pour la transition qui soient intégrés à des entreprises plus conventionnelles et qui amènent la transition de l'intérieur, qui changent peu à peu les pratiques et les fonctionnements, les modèles économiques de leurs entreprises pour les rediriger techniquement, économiquement, socialement vers des valeurs qui sont portées par la démarche low-tech. Donc, pour compléter, donc, bon, on est dans une école d'ingénieurs et forcément dans une école d'ingénieurs, lorsqu'on parle des enjeux environnementaux et climatiques, on voit deux visions, deux clivages qui s'affrontent. Les technosolutionnistes qui croient à la technique, ou en tout cas à l'innovation et tout ce qui tourne autour de la high-tech, et la sobriété. Et puis il y a ceux qui qui prônent la sobriété. Donc je pense que dans une école d'ingénieurs, il faut qu'on cohabite ces deux visions, et justement doivent être complémentaires. Et je dirais que voilà, donc on peut faire de la high-tech avec une démarche low-tech. Je pense que l'exemple du bateau de Roland Jourdain qui fait de la course, où il nous a bien montré que c'est quand même une discipline très, très entre guillemets high-tech. Bon, bah, on essaie de mettre en place une démarche low-tech et on essaie de re-questionner finalement le besoin et l'utilité. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, technosolutionnisme ou sobriété ont leur place dans l'école, et donc et doivent cohabiter. Mais ce qui est important dans la démarche low-tech, pour essayer de sortir de l'image un peu bricolo, c'est la démarche scientifique. C'est appliquer une démarche scientifique lorsqu'on développe un produit ou un service low-tech. Et donc voilà. Super, et dans cette démarche scientifique, on peut peut-être évoquer le besoin de recherche académique sur la low-tech pour arriver aussi à des enseignements basés sur une recherche scientifique, effectivement. Delphine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur... Oui, j'ai trouvé que, alors peut-être que j'ai pas bien entendu, mais dans l'innovation, en enseignant la démarche low-tech, on est obligé donc d'interroger le progrès, d'interroger le solutionnisme technologique, etc. Mais aussi le concept d'innovation, et peut-être justement, enfin moi ce que je trouve stimulant, c'est que l'innovation, c'est améliorer un existant. Et la low-tech, c'est que des technologies, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, vous le savez aussi bien que moi, mais c'est que des technologies de la bifurcation et donc de l'amélioration. Et je trouve ça assez stimulant encore pour les étudiants de repenser la notion d'innovation. Super, merci à vous quatre sur les témoignages de ce qui est fait aujourd'hui en école. Quels sont les freins que vous avez rencontrés, les difficultés pour mettre en place des enseignements, et quelles difficultés vous relevez encore aujourd'hui ? En fait, les difficultés, elles viennent d'une part de l'acceptabilité de ces enseignements qui peuvent paraître simplistes, encore une fois, mais qui ne le sont pas, face à des enseignements extrêmement techniques. Et en fait, on se fait côtoyer deux mondes qui ne se croisent jamais, quoi. Donc la problématique, c'est l'acceptabilité au sein de nos équipes, tout simplement. Mais donc on est sur je pense, des développements lents. Aujourd'hui, nos Fab Labs étaient finalement assez peu utilisés il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il faut qu'on les agrandisse. Donc je pense que
il y a quand même une certaine percolation qui s'opère au niveau des enseignements, parce que la pédagogie projet prend de l'ampleur. Et donc petit à petit, en fait, je pense que les freins sont en train de disparaître. Il y a un autre aspect qui, moi, me semble important, c'est la désirabilité, quelque part. C'est que quand j'expliquais qu'il y a 10 ans, on vidait des poubelles pour fabriquer des trucs et ça paraissait complètement débile, il y a besoin aussi de donner une notion esthétique à ce qu'on produit, parce que ça fait partie d'un tout. Et je pense que c'est en mélangeant tout cela qu'on va lever petit à petit les freins. Donc bon, après on peut parler de plusieurs freins. Donc tout à l'heure j'ai évoqué les différentes visions qui pouvaient cohabiter dans l'école, mais ce que je voudrais peut-être revenir, c'est plutôt sur le frein finalement sur lequel moi je suis confronté. C'est revenir sur les bases de l'enseignement technique, que ce soit le dessin ou la fabrication ou l'accès à un atelier. Parce que finalement, je me rends compte qu'on a perdu ça avec la désindustrialisation de la France, et que finalement, savoir dessiner, fabriquer, ça s'est perdu. Donc heureusement, j'ai l'impression que ça revient. Et donc du coup, là, pour le moment, le frein que moi je vois, c'est justement se réapproprier les bases de la technique et de l'enseignement, voilà, donc, et accéder facilement à un Fab Lab, voilà, de bricoler. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, on avait des cours de travaux manuels. Je ne sais pas si ça existe encore au lycée ou au collège, mais voilà, donc voilà, faire avec nos mains. Guilhem, toi, en tant qu'étudiant, quels sont tes retours par rapport à ça ? Je vais commencer par la question de la légitimité, qui, au début, c'est une question que je me suis posée aussi, cette option qui était assez expérimentale. On est la première promotion. Et ben en fait, au fur et à mesure des échanges et des cours qu'on a eus, on re-questionne son rapport à la technique. Et on re-questionne notre surspécialisation technique, et on se sent tout à fait légitime d'être un ingénieur qui questionne ce cahier des charges et qui questionne c'est un peu flou pour moi, mais je me sens légitime dans ma formation. Je vais continuer avec des freins qu'on rencontre avec l'inertie administrative d'un modèle conventionnel. Donc où là, souvent les low-tech, ça demande plus de flexibilité, plus de souplesse dans l'enseignement, parce que justement, ça va être des modèles d'enseignement qui sont différents, qui se basent plus sur l'autonomie, sur la liberté et l'envie d'apprentissage des étudiants, qu'on va réussir à canaliser en les engageant dans des projets ou dans des valeurs qui leur tiennent à cœur. Et les modèles d'enseignement ne sont pas forcément adaptés pour recevoir ces nouveaux types d'enseignement. Donc c'est à réfléchir comment les intégrer, donc en proposant des cours plus souples, des modèles plus souples, en laissant plus de liberté aux étudiants. Et donc ça passe par repenser un petit peu des procédés administratifs. Je continue sur d'autres freins qu'on a rencontrés là, cette année. C'est aussi souvent, on a des profs qui sont très bons d'un point de vue technique, on a des profs qui sont très bons d'un point de vue holistique, démarche, sobriété, questions sur le climat, mais on se rend compte qu'on a très peu de profs qui sont très bons dans les deux à la fois et qui arrivent à présenter une démarche low-tech dans des milieux très spécifiques, ou qui arrivent à nous amener ces deux connaissances à la fois, ce croisement. Donc on a eu l'avantage d'avoir Monsieur Benguigui qui a un super réseau et qui nous a fait venir des intervenants très pertinents. Mais je pense que si on veut généraliser ces enseignements, ou si on veut le proposer à plus d'étudiants, il y a cette question forte de former aussi les enseignants avant les étudiants qui doit être abordée. On y travaille. Delphine, est-ce que tu as des retours, toi, des difficultés que tu as pu rencontrer ou des retours d'étudiants ?
Oui, oui. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, donc on l'a déjà constaté. J'ajouterais juste dans le retour, donc je fais intervenir beaucoup d'anciens étudiants qui se sont engagés dans la low-tech, notamment avec l'atelier paysan. Et le retour des étudiants est un retour sur la dimension politique, parce que la low-tech donc, transforme des techniques en commun, donc se pose la question de l'innovation, donc on a amélioré, mais comme c'est en open source, comment est-ce que l'on va gagner de l'argent? Il y a cette première question qui est posée par les étudiants. On est une école essentiellement de boursiers, donc il y a une représentation de la réussite sociale, et la low-tech ne donne pas le même modèle de réussite sociale. Donc il y a une interrogation par rapport à cela. Comment je vais gagner ma vie avec la low-tech? Et surtout, c'est la remise en cause d'un système qu'ils connaissent bien, du système capitaliste, de l'accumulation des biens. Et la contestation et le questionnement qu'il y a dans la démarche low-tech fait qu'ils associent ça parfois à du communisme ultra-violent, des bolcheviks. Et donc, certains ont du mal à adhérer. Je le dis en plaisantant, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que il y a une interrogation du paradigme qui est très importante et qui brutalise parfois les étudiants, et ce qui fait qu'ils ont du mal ils peuvent avoir du mal, éprouver des difficultés, même s'ils trouvent ça intéressant, mais éprouver des difficultés à y adhérer. Et du côté des enseignants, donc il y a la dimension politique, et du côté des enseignants, comme ici, la démarche low-tech, au départ, est impulsée par une réflexion sur l'éthique, donc des sciences humaines, eh bien, ça reste, pour certains, quelque chose qui relève du bricolage du dimanche après-midi. Donc, c'est pas vraiment de l'ingénierie, et voilà, c'est aussi un frein politique, et puis un frein de représentation de ce que c'est que la low-tech. Donc quand même, pour conclure, de belles avancées dans le domaine de l'enseignement de la low-tech, avec encore quelques freins à lever, mais voilà, on a des équipes qui sont a priori maintenant motivées et dynamiques. On va pouvoir prendre quelques questions dans le public, on va se donner une dizaine de minutes. Merci pour votre intervention. Je vais aller sur un terrain du partage et de la coopération. Un sujet qui était un peu abordé par Gilwen et qui était relayé aussi par Delphine. Puis j'aurai après une deuxième question qui est dédiée plutôt à Delphine. Mais je voulais aller sur le terrain de la coopération et de l'interdisciplinarité. Bon, vous l'avez évoqué un petit peu à la fin. C'est-à-dire, est-ce que vous, d'un côté, école d'ingénieurs, ICAM, centrale, vous, Delphine, plutôt côté sciences humaines et sociales, comment vous imaginez, ou est-ce que vous le vivez déjà, cette interdisciplinarité qui fait que ça va faire sens, en fait, la low-tech, quand les techniciens, les sociologues, les anthropologues et les philosophes, et peut-être les économistes, les designers et tout ça, vont se mettre ensemble pour faire un programme. Je suis surpris, bon, je suis ingénieur, donc je ne suis pas choqué, mais je suis quand même surpris que toutes les initiatives low-tech aujourd'hui, ça sera une question pour Delphine, viennent des écoles d'ingénieurs, viennent d'un Philippe Biwix, viennent d'un Quentin Mathéus, viennent d'un Gauthier Roussy, etc., de l'ICAM, de l'école centrale, des écoles d'ingénieurs. Et je me dis, et là c'est à Delphine que je m'adresse, comment ça se fait, enfin vous l'avez un peu évoqué très, très rapidement là, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas une dynamique en fait qui vienne davantage du monde, enfin du monde social et humain? Parce que je pense que vraiment, bien qu'étant ingénieur, encore une fois, je pense que les problèmes de low-tech, en fait, c'est des problèmes des humains, des problèmes sociaux, des problèmes éthiques, et que là, évidemment, les ingénieurs apportent tout leur savoir-faire, mais
mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas une dynamique plus forte de ce monde social et humain et qui laisse la voie finalement à des ingénieurs qui ont leur place dans le dispositif, mais je pense qu'il doit être complété par des philosophes, des communicants, des sociologues. Voilà. Enfin voilà, je m'interroge en fait. Pourquoi ça, quoi. Je peux commencer si tu veux, Delphine. Je n'entends rien en fait. Est-ce que c'est possible de relayer les questions? Vas-y, Guiloine. Parce que Oui, tu peux peut-être parler proche de l'ordinateur. Ouais, alors, la question, si je devais résumer, c'était pourquoi une action qui a l'air bien plus rapide du côté de l'ingénieur que dans l'ensemble de la société, des écoles, des sujets enseignés? C'est très raccourci. Non, j'ai pas entendu encore, je suis désolée. Guiloine, je vais te laisser répondre et puis je vais écrire à Delphine. Déjà, je commencerai par dire que je suis d'accord avec vos propos et que nous, c'est un de nos retours d'expérience que l'ingénieur, quand on parle de low-tech, il faut qu'il ait un socle de formation d'économie, de modèles d'entreprise, de politique, pour qu'il ait cette multidisciplinarité, qu'il ait plusieurs cordes à son arc et qu'il comprenne la société dans laquelle il évolue. Ensuite, pour revenir sur votre questionnement sur pourquoi ça vient plus des écoles d'ingénieurs que du monde social, c'est une très bonne question, hein, mais j'ai pas 4 heures pour y répondre. T'as quelque chose à dire? Ouais, je termine. En tout cas, de mon point de vue, il y a une énorme dissonance cognitive entre les valeurs qu'on porte et celles que on exploite, que la technologie nous fait exploiter. Donc de surconsommation, de course à la croissance, qui crée cette rupture où on a besoin de se questionner et de se remettre en question. Et souvent, les ingénieurs, ils peuvent se le permettre parce que ils sont plus de capacité de temps, de cerveau disponible pour se remettre en question. Bon, moi, je pense qu'il y a une notion technique aussi. L'initialisation des low-tech part sur un problème technique et donc forcément, les problèmes techniques ont une écoute plus active de la part des jeunes ingénieurs. Et moi, si je regarde Corentin de Châtel-Perron, en fait, dans son cursus de formation, il a vécu ce qu'on appelle un expériment. Donc, il est parti 4 mois. Alors, chez nous, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils ont un projet personnel de 4 mois. La plupart, ils vont à l'autre bout du monde. Un peu moins aujourd'hui parce que en termes de CO2 c'est moins pratique, mais en tous les cas ils vont découvrir quelque chose et Corentin s'est retrouvé probablement en Asie, il est retourné ensuite au Bangladesh, il a eu un problème, enfin il a constaté qu'il y avait une hérésie dans la production de bateaux là-bas, il a créé son bateau avec de la toile de jute, il s'est dit il faut que je le ramène en France, comment je vais faire, j'ai pas de moyens, donc il a fait un truc voilà, et il est revenu en France, il y a eu une espèce d'aspiration parmi des ingénieurs et en fait le Low-Tech Lab s'est créé essentiellement avec des ingénieurs et ils ont commencé à essaimer et en fait je pense que c'est vraiment il y a eu un phénomène d'aspiration. Aujourd'hui c'est en train de changer parce que je pense que l'intérêt des low-tech est apparu assez évidemment pour de plus en plus de monde, pour qu'aujourd'hui des assos s'en emparent. L'atelier paysan, c'est un exemple aussi. Et je pense que toute l'économie sociale et solidaire est aussi en train de s'emparer de cette chose-là, parce que la réparabilité, la durabilité, tout ça, ça concerne tout le monde. C'est aussi une source d'économie. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une initialisation un peu fortuite parce que partant d'un problème technique, on essaye de le résoudre simplement. Il y a eu un effet d'aspiration qui fait que ça a entraîné de jeunes ingénieurs de tous les côtés qui ont ensuite agrégé d'autres types de collaborateurs finalement. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très partagé.
Je compléterai en disant qu'on a aussi un discours politique qui est très technocentré. Et donc que les ingénieurs se posent des questions en premier, ça peut paraître normal. Mais du coup, ils ont encore plus besoin d'avoir un rôle de communication et un peu chef d'orchestre pour que ces questionnements ils soient diffusés et ils soient compris par un plus grand nombre. D'où des formations en intégrant de l'économie et de la politique dans les écoles d'ingénieurs. Delphine, si tu veux rebondir? Oui, comme j'ai compris la question. J'avais 2 éléments de réponse peut-être pour éclairer. Le premier élément de réponse, c'est que il y a quelques années, il était important de repenser le métier d'ingénieur, où on a distingué l'ingénieur du clic et puis l'ingénieur qui était placé en position d'exécutant, et puis l'ingénieur qui lui pouvait concevoir et produire de nouvelles solutions. Et donc il y a eu un moment de flottement comme ça, où on savait plus très bien comment définir le métier d'ingénieur, et ça a coïncidé avec la prise de conscience, depuis des années. On connaît depuis très longtemps les enjeux environnementaux et sociétaux, mais en tout cas le début où on les a enseignés dans les écoles d'ingénieurs. Et dans les entreprises, les étudiants se sont rendus compte aussi qu'il y avait des tensions sur des matières premières. Et donc, la rencontre le moment où il faut questionner le sens de la profession et le moment où on est en tension sur des matières premières fait que la démarche low-tech devient une solution, en tout cas un type d'ingénierie assez inspirant. Et en fait, en tout cas, nous, ici, on y est arrivé assez naturellement. Et puis, on a de la chance d'avoir, et je remercie encore Clément Chabot, qui est venu très rapidement à l'école et qui a donné des exemples, qui a inspiré aussi les étudiants, ou Nomade des mers qui a inspiré aussi. Et donc, mon élément de réponse, c'est vraiment la coïncidence entre le questionnement sur le sens de la profession et puis la question des ressources et la question environnementale. Oui, bonjour. J'avais une question, c'est par rapport à Guy Louen. Tu disais, si je ne me trompe pas, c'est toi, que tu avais des intervenants qui manquaient d'approche holistique et d'expertise. Je le reformule un peu, mais c'était l'idée. Et du coup, je voulais savoir un peu la recherche dans l'établissement, comment elle prenait en compte justement cette démarche low-tech. Est-ce que c'était intégré? Parce que j'imagine que cette acculturation passera aussi par le quotidien des anciens chercheurs qui interviennent dans les enseignements. Ouais, je vais essayer de te répondre. Moi, j'ai plutôt parlé de ce que je connais, pas de ce que je connais pas, donc ça va être assez restreint. Je réfléchis. Donc ta question, c'est qu'est-ce qui est mis en place à Centrale Nantes pour intégrer cette démarche low-tech? Ouais, c'est ça, dans la recherche. Comment les chercheurs prennent en main ce sujet-là aujourd'hui? Alors, faut savoir, donc, tu me diras si je me trompe, mais que c'est assez récent. Déjà, on est la première promotion. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont intéressées. Nous, en tant qu'étudiants, on est allé plusieurs fois au comité du développement durable qui est à Centrale depuis quelques années et qui travaille sur ces questions d'amener le développement durable à l'école centrale. Donc on a parlé de la démarche low-tech et de notre projet à ce moment-là. Ça a créé des liens, des débuts d'échanges qui seront continués. Je pense que je vais te laisser continuer, Jean-Marc. Ouais, je pense que globalement, la recherche au niveau de la low-tech est à son commencement. À Centrale, je vois bien, il y a des collègues enseignants-chercheurs qui justement se posent la question peut-être d'orienter leur recherche sur la low-tech. Mais ça, c'est aussi beaucoup les jeunes jeunes diplômés qui ont envie de faire une thèse, mais qui veulent faire une thèse avec une approche low-tech. Et je le vois beaucoup, c'est beaucoup dans le domaine de la recherche, c'est souvent les jeunes diplômés ou les doctorants ou les jeunes chercheurs
qui justement essaient de mettre, qui aimeraient apporter et construire des projets de recherche autour de la low-tech. Mais je vois d'autres collègues qui commencent à s'y intéresser. Donc on est vraiment dans une phase d'émergence autour de la recherche où les enseignants, chercheurs qui sont un peu expérimentés se cherchent un petit peu, voient où on peut se positionner. Et puis il y a une attente forte des jeunes chercheurs ou des diplômés qui aimeraient bien faire une thèse avec une approche de la low-tech. Et puis je discutais aujourd'hui avec des membres de l'ADEME. Il y a maintenant des thèses qui commencent, qui affichent low-tech. A priori, il y aurait 4 thèses là en ce moment qui proposées par l'ADEME. Alors, je ne sais pas si Guillaume... Alors nous, de notre côté, pour la partie ouest, notre recherche, elle est essentiellement tournée vers l'économie circulaire. Il y a, enfin, les projets de recherche les plus importants sont sur l'économie circulaire. Donc on est sur des process qui peuvent être très complexes, notamment ce qui tourne autour du composite ou du plastique. Par contre, tout ce qui tourne autour on a un gros projet de plateforme de recyclage, réutilisation et réemploi de tout ce qui est déconstruction bâtiments et TP. Donc là, on a des champs d'opportunités finalement pour exploiter des solutions simples de façon à notamment économiquement pouvoir rendre viables les solutions qu'on va proposer. Alors ensuite, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a plus d'écoles d'ingénieurs maintenant à l'étranger qu'en France. Et on vient d'ouvrir, nous, l'école doctorale, une école doctorale à Douala, au Cameroun. Et clairement, pour ceux qui ont l'occasion d'aller... Alors nous, on a 3 écoles en Afrique, Douala, Pointe-Noire et Kinshasa, donc pas forcément des régions hyper simples. Et quelque part, là, on vit du low-tech contraint, donc c'est pas forcément hyper agréable, mais notamment quand on travaille sur toutes les problématiques de biomasse, eh bien, on est contraint aussi de trouver des solutions un peu plus simples, un peu plus low-tech, dans la mesure où on n'a pas accès à toute la... Si on veut faire de la pyrogazéification, ça va être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre, mais on y arrive. Mais par contre, on essaye de prendre des chemins un peu détournés, ce qui fait que ce qui est assez sympa pour un chercheur finalement, parce que quand on a tous les outils à portée de main, je dis pas que c'est simple, mais on n'est pas sur la même difficulté que quand on n'en a aucun. Et finalement, un chercheur, ce qu'il aime, c'est chercher. Même si moi, à titre de direction, je préférais qu'il trouve de temps en temps, mais le fait qu'on complexifie finalement la démarche de recherche, parce que on n'a pas là tout de suite sous la main l'intégralité des technologies disponibles, ça rend le travail aussi beaucoup plus challengeant finalement. C'était pas tout à fait une question, c'était une remarque en fait. Je reviens un peu en arrière, excusez-moi. Je vais rebondir sur ce que disait Madame Tocqué. On est aussi dans les sciences humaines. La société civile est bien présente aujourd'hui. Il n'y a pas que les ingénieurs. Donc moi, je suis psychologue gérontologue, mais je viens à la rencontre du low-tech. Peut-être que, comme Monsieur Jourdain, j'en avais une conscience inconsciente. Et pour répondre aux aspects de frein bolchevique ou autres, j'ai pas les moyens de le prouver aujourd'hui. Je suis pas en doctorat, mais je suis plus en doctorat. Je suis trop âgée. Mais en tout cas, les facteurs d'espérance de vie, de santé optimale, du côté de la low-tech, qui sont, enfin, vous l'exprimez aussi. Donc, on l'exprime aussi du côté psycho. Je pense que la CPAM devrait même être invitée ici dans ce genre de journée, parce que je pense qu'on aurait les moyens de mesurer et de prouver dans les ingénieurs à l'avenir qui feront cette option et ceux qui ne la feront pas, le sens que ça donne à leur travail et tout ce que ça génère comme vibration sociétale, on va dire. Et je suis sûre que c'est mesurable et que c'est concret et qu'il y a le capital argent, certes, mais il y a aussi l'espérance de vie, le capital social et le capital de santé optimale et que je pense qu'il peut être mesuré et même avoir une valeur monétaire par rapport à la CPAM et au coût collectif que représente la santé au travail. Merci. Oui, si je peux me permettre, je pense qu'aujourd'hui,
je pense que ma génération était plutôt individualiste. Et aujourd'hui, cette notion-là a complètement disparu. Et donc, en fait, l'individualisme étant peut-être en perte de vitesse, le plaisir, le bonheur et l'épanouissement, en fait, prend beaucoup d'ampleur auprès des jeunes étudiants, des jeunes tout court. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de revenir à faire quelque chose qu'on comprend, en fait, positionne l'étudiant dans une démarche assez vertueuse pour lui, et je pense qu'effectivement, à partir du moment où on est heureux, épanoui, qu'on le soit à la NASA ou dans un chantier de Bangladesh, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est vraiment comment on trouve sa voie, comment on grandit et comment on s'épanouit. Et je pense que, encore une fois, le fait de revenir à des choses vraiment de bon sens, compréhensibles, sur lesquelles on a la main, qu'on maîtrise, tout ça renforce finalement des jeunes qui ont vécu aussi des périodes compliquées, psychologiquement, une incertitude dans l'avenir, voilà, tout ça, le fait de donner le sentiment qu'on a à nouveau prise sur le monde dans lequel on est, je pense que ça concourt à leur épanouissement, et donc effectivement, probablement que la CPM devrait investiguer cette sorte de médicamenteuse. Eh ben, sur ce sujet qui tend vers l'actualité, je vous propose de conclure cette table ronde. Merci à vous tous pour votre participation et votre attention.